L'inflation, elle est tellement énorme que t'as 2 mecs en Angleterre qui ont pris l'avion pour aller faire leurs courses en Pologne et ça leur a coûté moins cher que d'acheter directement leurs produits à Londres. T'imagines? Et nous, on n'a pas de budget pour faire des folies pareilles et vous vérifier l'information, mais si vous continuez à nous soutenir comme vous le faites avec vos abonnements et vos partages, et ben peut-être qu'on pourra vous informer tous les soirs à Dubaï, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, n'importe où comme ça, à Cuba, à Tahiti. Je pense que c'est important de faire des présentations dans ces pays-là. Vous pensez pas? Continuez à nous financer, c'est important. Bon, après, c'est vrai qu'on est quand même mieux à Guingamp, même s'il fait froid cet hiver, mais ça, c'est un autre sujet. L'important, c'est l'actualité, c'est pour ça que vous êtes là, et donc on va commencer. Et petite précision, le mercredi, pour des raisons d'organisation, on ne peut pas parler d'actualité très récente, donc on ne va pas parler de la guerre en Palestine, on en parlera donc plus longuement jeudi. Depuis lundi se tient le procès de Dupond-Moretti, notre ministre de la Justice, pour prise illégale d'intérêt devant la Cour de justice de la République. Pour rappel, il est jugé pour avoir entrepris des procédures disciplinaires contre 3 procureurs du parquet national financier alors qu'il venait d'être nommé ministre. Et il y a probablement un petit conflit d'intérêts dans cette histoire qui est le suivant, c'est que lorsque Dupond-Moretti était avocat, il a été mis sous écoute par ces procureurs-là dans l'affaire Paul Bismuth avec Nicolas Sarkozy. Et ça l'avait beaucoup énervé, il avait insulté les procureurs à cette époque-là. Il a reproduit d'ailleurs le même schéma avec le juge d'instruction de Monaco contre qui il avait défendu un chef de la police locale. Bref, malgré son procès, il reste ministre de la Justice. Genre, je sais pas si vous imaginez ce truc, quoi. C'est comme s'il y avait un ministre de l'Intérieur qui était accusé d'agression sexuelle et resté en poste. Ça n'a aucun sens. Et vous savez qui dirige cette fameuse Cour de justice de la République? Le ministère de la Justice et donc son ministre. Donc Dupond-Moretti va se juger lui-même. Il est jugé partie de son propre procès en tant que ministre de la Justice. C'est n'importe quoi. Mais de toute façon, cette cour n'est pas connue pour être redoutable. En 11 procès, durant 30 ans d'existence quand même, elle n'a condamné que 5 fois, mais avec du sursis, prononcé 4 relax et jugé coupable 2 fois avec une dispense de peine. Bref, Dupond-Moretti ne risque pas bien gros dans cette affaire. D'autant que la cour repose sur 3 juges de formation épaulés par 12 parlementaires qui prennent la place du juré. Parmi eux figurent 4 membres de la Macronie, mais ce qui fait grincer les dents du ministre, c'est la présence de la députée LFI Danielle Obono. Selon lui, elle ne serait pas impartiale parce que Ugo Bernalicis, autre membre de la France Insoumise, faisait partie des plaignants dans cette affaire. Par contre, évidemment, il n'y a aucun risque d'impartialité pour lui, pour les fonctionnaires qui sont sous son autorité à lui ou sous les députés macronistes. Non, là tout va bien. La décision est attendue le 17 novembre ou quelques jours après, juste après donc la délibération à vote majoritaire des juges. Par ailleurs, vu que Dupond-Moretti devait être devant les juges tous les jours, il ne pourra pas administrer son ministère. Ce sera donc son directeur de cabinet qui fera son travail à sa place, puisqu'il a une délégation de signature. Il sera excusé en Conseil des ministres et lors des questions au gouvernement où sa présence n'est pas obligatoire. C'est comme s'il était à l'étranger, ça c'est l'argumentaire utilisé par l'entourage de la première ministre. Donc le ministre de la Justice, pendant qu'il sera en procès pour des affaires de justice, sera payé comme un ministre pendant 15 jours. Tranquille. Et si la justice ne pourra pas se charger du cas Dupond-Moretti, peut-être que les citoyens le pourront. Alors non, pas d'appel à l'insurrection ou d'aller chercher la tête du ministre ou je ne sais quoi. On va parler des propositions d'Emmanuel Macron dans sa énième convocation aux chefs des partis pour réformer par référendum la Constitution. Bon, je vous rassure, il propose pas la possibilité de destituer des élus ou des membres du gouvernement par référendum genre les gilets jaunes, tu vois, non. Mais par contre, il ouvre la possibilité d'un référendum sur l'immigration comme voulu par les Républicains et le Rassemblement national. Et ce n'est pas anodin d'ouvrir des portes comme ça quand Darmanin a une loi immigration à faire passer sans majorité à l'Assemblée nationale. Donc l'idée du président, c'est de réformer le référendum d'initiative partagée. Déjà, il propose que n'importe quel citoyen puisse déposer une proposition et pas seulement les parlementaires. Le référendum d'initiative partagée, à l'origine, doit être signé par 5 millions de personnes. Emmanuel Macron propose de réduire ça à 1 million de personnes et seulement à 93 parlementaires contre 185 actuellement. Depuis les débuts du référendum d'initiative partagée créé en 2008, aucun n'a réussi à aboutir faute des modalités inatteignables inscrites sur la Constitution. Le record avait été atteint avec le référendum sur la privatisation de l'aéroport de Paris qui avait dépassé le million de signatures en 9 mois. Et ça, c'est juste pour que le RIP soit soumis à l'avis du président de la République qui a ensuite le choix ou non de soumettre aux urnes. Et ça, en réalité, ce que nous pouvons faire donc, c'est une proposition de référendum. Donc voilà, on demande gentiment à Emmanuel Macron.
L'opposition de gauche parlementaire, elle, fustige le président de la République pour son ordre du jour durant la rencontre des chefs de parti. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est parler de justice sociale et d'écologie, et que ce soit ça qui soit légiféré dans les assemblées parlementaires, et pas juste des référendums sur l'immigration. D'autant que cet appel à la démocratie semble hypocrite quand on sait qu'il va falloir 17 recours au 49.3, rien que pour faire passer le texte budgétaire à l'Assemblée nationale, sans vote des parlementaires donc. J'utiliserai le 49.3 jusqu'à ce que je taille. Parlons maintenant un peu d'écologie et d'environnement. L'Amazonie est à sec et ça s'explique par deux phénomènes. D'une part, El Niño qui entraîne un réchauffement des eaux de la surface entre l'équateur et le tropique du Capricorne, et d'autre part, les températures élevées atteintes dans les eaux de l'Atlantique Nord. Ces phénomènes ont entraîné une baisse du niveau du fleuve et la conséquence de ça, c'est que vu qu'il y a moins d'eau, elle se réchauffe beaucoup plus vite. Ce qui a causé la mort de 150 dauphins et de centaines de poissons à cause d'une eau avoisinant les 40 degrés et dont le pH, c'est-à-dire l'acidité, avait changé. Et la décomposition des cadavres dans l'eau risque d'accentuer sa pollution et d'entraîner encore plus de décès. L'appauvrissement de ces ressources va créer une crise alimentaire pour les habitants qui, eux, ont aussi perdu dans le même temps une bonne partie de leur récolte avec les incendies durant la rentrée. Et pour couronner le tout, l'assèchement des rivières rend compliqué l'acheminement de l'aide alimentaire par bateau. Bref, on court à la catastrophe en Amazonie. On finit avec une candidature surprenante pour les élections européennes. Il s'agit de Willy Schrahan, le président de la très puissante Fédération nationale des chasseurs, et avec lui son conseiller Thierry Coste voulant monter donc une liste pour les européennes. Une liste qui servira à défendre nos campagnes à travers des sujets comme la chasse, la pêche, l'agriculture et les traditions locales. Vu le mode de scrutin la proportionnelle, il y a peu de chances pour qu'une telle liste obtienne des sièges. Sauf si ça venait à être intégré à des candidatures macronistes avec quelques sièges promis en position gagnable. Car les deux hauts cadres de la Fédération française de chasse sont très proches de la Macronie. Le président de la Fédération des chasseurs avait appelé à voter Emmanuel Macron dès le premier tour et avait demandé aux Gilets jaunes de rentrer chez eux, ce qui avait empêché pas mal de chasseurs de participer au mouvement. Et dans un beau retour d'ascenseur, le président de la République n'a pas arrêté de faire des cadeaux aux chasseurs à travers la baisse du coût du permis de chasse et des subventions très généreuses. Un tel arrangement pourrait permettre à Schrahan d'atteindre son but ultime depuis plusieurs années, devenir ministre de la Ruralité et de l'Agriculture. C'est là-dessus qu'on se quitte. N'oubliez pas que pour nous soutenir, il y a le bouton j'aime, il y a les partages et les commentaires qui sont très importants. Et si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez juste mettre en avant Guingamp, ça passe très bien, vraiment très bien. Sur ce, amis réfractaires, cet épisode a été écrit intégralement par Ellie et monté par notre alternant Alexandre. Merci à eux et puis on se retrouve demain à 18 h pour une prochaine Actu Réfractaire. Ouais.